Salut tout le monde et bonjour et merci d'être ici. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de partage de données ou bien ce qu'on appelle le data sharing dans un environnement cloud AWS. Alors l'objectif, c'est de vous montrer comment le data sharing multiclustre peut optimiser votre travail en offrant des performances accrues, plus de flexibilité et des économies en coût. Et pour cela, on va suivre le plan suivant. On va commencer par une introduction à Redshift, présenter donc c'est quoi Redshift, c'est quoi un data warehouse, c'est quoi une architecture MPP, l'intégration aussi de Redshift avec les différents euh, services AWS. Puis on passera au concept de data sharing et principalement c'est l'historique, comment AWS ils ont mis ça en place, c'était quoi le besoin, c'était quoi les problèmes auxquels ils ont fait face. Et on parlera aussi de quelques scénarios d'utilisation de data sharing. On parlera aussi, on va voir ensemble les avantages du data sharing en termes d'optimisation des performances, optimisation des coûts, les pratiques FinOps, tout ce qui est donc sécurité. Une fois le concept est clair, on va passer à une petite démonstration technique pour voir comment créer un data sharing sur le cloud et comment on peut mettre en place le data sharing sur différents clusters. Avant de finir ou bien de conclure, on va voir ensemble quelques meilleures pratiques et quelques considérations à prendre en compte avant de travailler donc avec le data sharing. Mais avant de commencer, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui posent la question Who are you? Donc je vais commencer par me présenter. Je suis Nabil Khaled et je travaille pour XIA en tant que consultant data. Ça fait presque un an et demi depuis le 6 février 2023. De formation, je suis ingénieur et je travaillais donc en tant que data analyst, en tant que data scientist. Et mon poste actuel, donc je travaille en tant que data engineer pour Decathlon. Et donc j'ai travaillé sur pas mal de problématiques, pas mal de types de données diverses. Et mon rôle actuel, donc, on travaille sur une plateforme Google AWS Cloud avec l'objectif de créer des jobs principalement sur Airflow, sur Talend, pour tout ce qui est donc monitoring, pour tout ce qui est ingestion des données. Et en parallèle, donc, je travaille avec une autre équipe chez le même client pour mettre en place une intelligence artificielle pour le compte des magasins partout dans le monde et pour faciliter donc l'exploitation des données qui sont collectées par Decathlon. Avant de commencer, donc on a quelques questions. Vous allez voir ça sur le sondage et c'est pour tester donc votre niveau au niveau de cloud. Donc la première question, ça concerne l'introduction donc à Redshift. On va voir. Donc, à votre avis, quelle est la principale différence entre un data warehouse et une base de données traditionnelle? Donc, vous avez quatre choix, soit la capacité de gérer des données massives, la structuration des données, l'optimisation pour des analyses complexes, ou bien, je ne sais pas. La bonne réponse, c'est le C. En fait, c'est l'optimisation pour des analyses complexes. Euh, En fait, Redshift, donc on va commencer par l'introduire. Donc Redshift, c'est un data warehouse. Et ça veut dire quoi un data warehouse par rapport à une base de données traditionnelle? Ça veut dire qu'il tire donc
partie d'une architecture, ce qu'on appelle le MPP, c'est le Massive Parallel Processing. Et c'est grâce à cette architecture, Redshift peut gérer donc de gros volumes de données en répartissant les traitements, comme on peut voir, comme vous pouvez voir donc sur l'architecture d'un cluster Redshift, en répartissant les traitements sur plusieurs nœuds, ce qui en fait donc un outil performant et évolutif. Euh, L'un des avantages aussi de Redshift, réside dans la capacité ou bien dans son intégration native avec les autres services de AWS. Par exemple, on peut euh, faire l'ingestion, ou bien faire des décharges de Redshift vers S3 ou bien vice versa facilement et rapidement. Et S3, c'est un entrepôt de données donc énorme dédié euh, pour stocker des données donc de différents types, structurées, non structurées, en format parquet, delta, CSV, donc peu importe la nature des données. Euh, on peut aussi faire de la transformation et de l'analyse des données via le catalogue Glue ou même interroger directement donc dans le service Athena. Et comparé aux bases de données donc traditionnelles, cela nous permettra d'avoir une plateforme complète avec plus de flexibilité et une plateforme évolutive et surtout tout en réduisant donc les coûts d'infrastructure puisque les services sur le cloud sont full managed. Ça veut dire que le fournisseur du cloud, c'est lui qui gère donc la plateforme au profit du client ou bien de l'entreprise. Alors, pour un cluster Redshift, donc il est composé de ce qu'on appelle donc un leader node ou bien le nœud principal. Et la fonctionnalité de ce nœud, c'est de faire la gestion des traitements des requêtes, tout ce qui est donc distribution, coordination. Puis on trouvera une autre couche qu'on appelle donc slave nodes. Et chaque nœud, donc il y a différents types de nœuds. Et le choix des nœuds, ça dépend vraiment des besoins de l'utilisateur. Et chaque nœud, donc, il est composé de petites composantes sous forme de CPU, c'est ce qu'on appelle les slices, visant à répartir donc les données à traiter. Et c'est ça ce qui fait vraiment la force de Redshift. Donc, c'est la répartition des calculs, donc des requêtes qui prennent par exemple 10 minutes pour avoir le résultat sur une base de données traditionnelle. Grâce au parallélisme, on peut avoir donc le résultat dans quelques secondes, même dans des fractions de secondes. Alors, pour les nœuds, donc nous avons ça, donc c'est le type de nœud donc traditionnel, ce qu'on appelle le DS, DC nodes. DS, ça veut dire donc dense stockage ou bien dense compute. Et c'est ça, c'est les slices donc qui sont censés paralléliser donc le traitement des données. Et pour tout ce qui est stockage, on a soit des entités HDD ou bien SSD. Alors que le problème pour cette architecture-là, c'est que les unités de calcul et les unités de stockage, elles sont vraiment liées. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que supposons que un jour on se rend compte que le volume de données augmente rapidement et que nous avons besoin de plus d'espace de stockage. On est obligé donc d'ajouter un espace de stockage, mais en même temps d'ajouter des unités de compute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a des ressources qu'on paye donc pour utiliser, mais dont on n'a pas vraiment besoin, puisque les opérations, c'est vrai que le volume des données augmente, mais les opérations, la charge des données, donc il est supporté par les unités de compute dont on dispose et vice versa. Donc, par exemple, si on se rend compte que
Le stockage, donc, il est donc adapté au volume de données, mais que nous avons besoin d'unités de compute à ce moment-là. Donc, on est obligé d'ajouter des unités de compute et en même temps des unités de stockage. Donc, il y a une perte en termes de coût. Et, pour pallier à ce problème, donc, AWS, en 2019, ils ont annoncé la release d'un nouveau type de nœud, c'est les nœuds RA3. Et ces derniers permettraient effectivement donc de séparer les unités de calcul des unités de stockage. Il y a plus de disques SHDT, mais surtout donc ce qu'on peut voir sur l'architecture des RA, donc des nœuds RA3. On a donc des unités de calcul, c'est les slices. On a une couche pour le cache, donc on a plus des unités de stockage HDD, mais que des SSD. Mais surtout, c'est ce qu'on appelle le RMS, c'est Redshift Manager Stockage. Ça veut dire c'est un espace de stockage qui est full managé par AWS sur S3 et il est basé sur le framework de sérialisation Apache Avro. Donc ici on peut voir donc l'évolution de comment AWS ils ont arrivé pour mettre en place donc le concept de data sharing. Après donc décembre 2019, il y avait la mise en place ou bien la release des nœuds A3. En mars 2021, ils ont mis en place ce qu'on appelle le data sharing, mais avec une option de read only. Et récemment, ça fait même pas un an, en octobre 2023, ils ont mis le data sharing avec une option, bien les features de full read write. Ça veut dire que les gens ils peuvent stocker comme ils peuvent donc lire les données donc d'un cluster vers un autre. En fait, tout ce qu'on vient de citer, c'est des facteurs qui peuvent donc ralentir les performances d'un cluster, soit une charge ou bien des données qui ne sont pas adaptées aux ressources qui sont louées pour les traitements, soit des requêtes qui sont mal optimisées. Et pour ce point-là, donc on peut parler des particularités des tables, par exemple sur Redshift, on a ce qu'on appelle des skis pour tout ce qui est distribution des, des tables sur les slices et des sort keys. Donc, c'est ce qu'on appelle des colonnes qui sont plus utilisées pour des filtres au niveau des requêtes. Et vraiment, le moment où on a des requêtes qui ne sont pas bien optimisées, là, le sort key, le desk key ne sont pas renseignés. Donc, ça peut ralentir aussi et le cluster qui est mal dimensionné. Donc là, lorsque c'est trop petit ou bien surdimensionné, impacte surtout les coûts et les performances. Et on peut parler donc pour ce point-là des clusters surtout serverless. Les clusters serverless, c'est principalement des clusters là, on paye le moment de l'utilisation, c'est pas des abonnements donc chez le AWS, mais des clusters que les gens payent le moment où quelqu'un lance une requête, par exemple. Maintenant, passons donc. C'est quoi donc pratiquement le principe de data sharing? Lorsqu'on parle de principe de data sharing et surtout après l'arrivée de la nouvelle technologie qui a permis donc à AWS de lancer ce genre de technologie, euh, le data sharing, on peut parler du jargon, c'est que pour un data sharing, on a principalement ce qu'on appelle un cluster producer. C'est le cluster d'origine, donc là où il y a principalement des opérations, des flux ETL, etc. Et on parle d'un autre cluster, c'est le consumer cluster. Ça veut dire que c'est le cluster qui va venir sur le RMS
travailler sur les données qui sont partagées à partir de clusters producer. Et comme on peut voir, donc les deux, c'est pas donc obligatoire d'avoir la même structure. Par exemple, sur le producer, nous avons le leader node avec quatre nœuds slave nodes. Et sur le consumer, nous avons un lead node avec 5. Et vraiment, ça dépend des besoins de chaque équipe, comment ils prévoient donc leur charge de données, leur charge de travail, comment ils prévoient donc la complexité des traitements qui sont lancés. Si on prend par exemple l'exemple d'une entreprise avec plusieurs équipes, là où nous avons par exemple la finance, la marketing sales, qui travaillent sur les mêmes données, mais avec des finalités différentes. À ce moment-là, donc, on voit bien le- la for- donc à quoi sert vraiment le principe de data sharing. Et par exemple, dans un autre contexte, pour des tests, là où il y a l'environnement de production et l'environnement de test, elles sont séparées. Et les équipes, par exemple, avant de passer en production, elles ont besoin de tester leurs données sur des données qui sont identiques aux données de production pour éviter les bugs. À ce moment-là, donc, la puissance de data sharing donc, apparaît. On peut, par exemple, partager les données du cluster de production vers le cluster de RD ou bien le cluster de recherche sans dupliquer donc la data. Et avec cette pratique-là, donc on va éviter pas mal de choses qu'on va voir par la suite, surtout sur les avantages de data sharing. Donc, parmi les avantages, c'est ce qu'on appelle l'optimisation des ressources et les séparations de charges de travail. Donc, pour cette partie-là, donc, euh, chaque équipe peut travailler, par exemple, dans un cluster qui est séparé, mais ce qui permet d'alléger surtout la charge sur le cluster qui est principal de travail. Et cela dire que moins de risques, surtout de ralentissement ou de conflit d'exécution quand plusieurs équipes accèdent à la même donnée. Par exemple, si nous avons des flux ETL avec une importance élevée ou bien une priorité élevée de passer leur traitement, alors que nous avons sur le même cluster des équipes qui utilisent donc ces données-là, ou bien des utilisateurs même perso qui veulent exploiter, qui veulent faire des tests. Donc, avec le principe de là où il y a quelqu'un qui écrit, par exemple, sur une table, alors que l'autre veut faire lancer qu'un simple select. Donc, il faut attendre, même s'il y a donc une séparation de workload ou bien de donner une priorité à un traitement, ou bien à une équipe par rapport aux utilisateurs perso, par exemple. On va attendre que l'un termine donc l'ingestion, bien la création, l'opération de write sur la table pour que l'autre puisse travailler. Et avec le data sharing, donc on peut éviter ça. Par exemple, on peut créer un cluster qui est dédié pour les utilisateurs perso et ils peuvent taper donc en temps réel sur la data alors qu'il y a les autres équipes qui font l'ingestion des données et comme ça donc on va réduire par exemple les queue time ou bien les temps d'attente avant d'avoir le résultat de nos requêtes. Et d'où vient donc la performance? C'est en ayant donc des clusters qui sont dédiés à différentes tâches ou bien d'équipes, on réduit vraiment les risques de surcharge surtout d'un cluster. Et donc les performances sont plus stables. On peut parler aussi d'un avantage, c'est ce qu'on appelle donc flexibilité FinOps. Et donc pour donc pour cet avantage, l'option de travailler sur un cluster multidimensionnel, ça permet d'adapter surtout la puissance et des coûts de chaque cluster aux besoins spécifiques de chaque équipe et sans dupliquer surtout la donnée.
On peut donc mieux gérer les coûts d'infrastructure tout en conservant une architecture permanente. Comme j'ai dit, donc, et c'était vraiment ça parmi les raisons qui ont poussé AWS à inventer ou bien à chercher une solution pour séparer donc les unités de calcul des unités de stockage. Et finalement, donc la sécurité, surtout que par exemple, le moment de création de data sharing sur deux clastres, de bien gérer les droits sur un clastre et de mettre que les équipes qui peuvent avoir donc l'accès à des données, par exemple, sensibles, et restreindre donc et même on peut exclure donc ces données-là de data sharing qu'on peut créer donc principalement pour une autre équipe sur un autre clastre. Et un cas d'usage surtout pour ces deux derniers points, la flexibilité FinOps et la sécurité, c'est lorsqu'il s'agit par exemple de faire la détection des données personnelles ou bien des données P2I, soit des emails, des numéros de téléphone, des numéros de compte, etc. Sur le cloud, il y a un service qui s'appelle donc Massi et on paye donc selon le volume de data scanné. Et du coup, supposons que nous avons 5 équipes qui travaillent sur le même cluster et on fait donc et on doit dupliquer la donnée 5 fois pour chaque équipe pour qu'ils puissent travailler donc tranquillement. Le moment où on veut par exemple lancer le Massi, on va lancer Massi donc 5 fois. Ça veut dire qu'on va payer 5 fois ce qu'on peut payer si on utilise un data sharing et on se concentre principalement sur le cluster producteur et on scanne la data donc une fois et comme ça donc on est sûr que la data qui est partagée pour les autres équipes et surtout avec l'avantage que la data est partagée en même temps bien en temps réel. À chaque fois il y a des modifications sur le cluster de production. La data il est vraiment à jour sur les autres clusters. À ce moment-là, on peut vraiment sentir l'importance du data sharing. Donc, vraiment que ces coûts ou bien ces services, ça coûte vraiment beaucoup pour scanner. Donc, on parle de big data, ça veut dire que des terraforms que pour une équipe. Donc, imaginons le fait de scanner donc 5 fois la même donnée, alors qu'on peut faire ça une fois avec le data sharing. Je pense que c'est bon, donc le principe est clair. En fait, pour la démo, j'espère bien que... Et donc, je vais vous expliquer donc le principe de la démo et on peut voir ensemble le bout de code à lancer donc sur le cloud. Ok, donc pour la démo, supposons que l'archi de départ, que nous avons un seul cluster, et sur ce seul cluster, donc il y a tout le monde, toutes les équipes qui viennent taper donc avec une charge massive. Et du coup, pour réduire donc la surcharge et pour avoir vraiment une visibilité claire de qui fait quoi, notre architecture cible, c'est d'avoir donc ça c'est notre cluster provisionné donc le cluster producer et sur ce cluster on n'a que des flux ETL, Swampland, Airflow, les Lambda, les Jenkins, donc que des applicatifs users qui alimentent notre cluster de producer d'origine ou bien notre cluster source. Et l'objectif, c'est de créer, par exemple, de séparer les workflows en trois, créer un cluster pour les serverless perso. C'est un cluster qui est dédié que pour les utilisateurs perso. Un autre, c'est les serverless, donc fourni sur rien que pour les dashboards. Et un autre, c'est pour les RD ou bien pour la pré-prod. Ça veut dire qu'on va partager des données de la prod vers la pré-prod via le data sharing. Euh, donc,
Vraiment, j'ai bien aimé de vous montrer comment créer ces clastres et tout, mais malheureusement, c'est l'esperso. Ok. Ok. Comme j'ai présenté avant, pour le jargon, nous avons un cluster qui est producer, c'est l'origine de la data, et un cluster qui est consumer, c'est le cluster qui est censé avoir le partage de données. Et principalement, la meilleure pratique, c'est d'avoir donc un cluster consumer, un cluster serverless. Ça veut dire que de rien mettre donc en termes de stockage et que des unités de calcul puisque on travaille sur des données qui sont partagées, donc on n'a pas besoin d'unités de stockage ou bien de payer pour des ressources qu'on va pas utiliser, mais que des clusters serverless qu'on va payer que le moment qu'on va utiliser, et comme ça donc on va avoir une meilleure gestion de nos coûts. Alors pour la création de data share, on peut lancer create data share, et on peut par exemple pour le cluster serverless dédié pour les utilisateurs perso, on peut nommer donc le data share perso share. On peut ajouter les objets qu'on veut. On commence par les schémas. On a le choix. Si nous avons des schémas qui contiennent, par exemple, des données sensibles ou bien des données que l'utilisateur doit avoir accès, ou bien que des équipes métiers qui ont accès. Donc, c'est pas la peine d'intégrer le schéma au data share. Par exemple, un schéma qui s'appelle CDS ou DS Silver, etc. On fait un alter data share perso share et on ajoute le schéma. Puis on peut ajouter les tables au schéma qu'on a déjà intégré sur le data share. Et moi j'ai fait une alter add all tables, mais on peut par exemple choisir parmi les tables sur CDS, on peut ajouter que quelques tables selon le besoin des utilisateurs. Une fois le data share est créé, il faut partager ou bien donner les droits au cluster qui va consommer la donnée. On doit lancer un grant usage, et pour cela il faut mettre ce qu'on appelle le ID du cluster. En fait, sur le cloud, chaque cluster, c'est comme une machine avec des endpoints et avec un ID. Et du coup, il faut mettre l'ID du cluster pour dire que ce cluster-là, il est autorisé pour consommer la data qui vient de ce data share. Et pour vérifier, par exemple, quels sont les data shares disponibles sur mon cluster producer, je lance par exemple Select Étoile. Et oui, sur le cloud, sur Redshift, et même sur S3, etc. Nous avons ce qu'on appelle les tables système. C'est des tables qui sont développées par AWS et qui facilitent vraiment. C'est pareil à une base de données traditionnelle aussi, on trouve des tables système. Et du coup, ça facilite vraiment d'avoir une vision sur notre activité pour des raisons de monitoring ou bien pour résoudre des incidents, etc. Pour voir aussi les objets qui sont partagés sur notre data share. Par exemple, une fois on passe toutes ces requêtes-là, on peut lancer un select étoile à partir de cette table-là, data share objects, et checker est-ce que toutes les tables, toutes les schémas sont bien incluses. On peut lancer aussi un select étoile from data share consumer, et on va voir chaque data share, il est partagé. C'est quel cluster qui a les autorisations pour pouvoir utiliser ce data share. Et du coup, ça, c'est la première étape à lancer au niveau de cluster d'origine ou bien source ou bien ce qu'on appelle le producer. Une fois cette étape est faite, la deuxième étape arrive, c'est que des opérations qu'on doit lancer de l'autre côté, ça veut dire sur le cluster de destination, ou bien dans notre cas, c'est le cluster serverless pour les utilisateurs, pardon, pour les utilisateurs perso.
Du coup, la première des choses, c'est de lancer un check de data share details pour voir est-ce que vraiment on a reçu les permissions pour pouvoir travailler sur le data share qu'on vient de créer. Et c'est oui, donc on va voir le data share perso share qu'on vient de créer cité sur la liste des data shares sur le cluster de destination. Et pour pouvoir aussi travailler sur le data share, il faut créer une database qui est normalement censée contenir tout ce qu'il y a sur le data share. Et pour cela, c'est principalement l'opération inverse, c'est de créer ce database perso share from le data share. Et ici, il faut mettre le ID de, du cluster de producer ou bien le cluster de source des données. Comme ça, donc, c'est comme on donne donc les autorisations de l'autre côté pour pouvoir donc utiliser le data share sur le cluster de destination. Pour ça, c'est donc à cette étape-là, donc on peut travailler sur les données qu'on vient de partager à partir du cluster d'origine, mais pour bien gérer, par exemple, si même au niveau d'une équipe qui travaille sur le cluster, il y a ce qu'on appelle c'est des data warehouse, bien des gens avec des niveaux d'accès donc prioritaires que les autres membres de l'équipe, alors que les autres n'ont pas donc ce genre d'accès. On peut passer aussi par des schémas externes et du coup, on peut créer des schémas externes et cela nous permet de gérer vraiment les droits au niveau des tables, des vues, des fonctions, des procédures qui sont créées donc sur le cluster. Et ça, donc, c'est un niveau donc plus précis. Mais une fois, donc, le principe, c'est de mettre une équipe là où il y a tout le monde, donc, qui, qui, qui nécessite donc les mêmes droits que les autres membres de l'équipe. Et après, on peut passer donc, on peut travailler simplement comme si on est sur le cluster d'origine et on peut lancer donc par exemple, on a partagé un schéma qui s'appelle ODS. On peut lancer donc une requête select étoile ODS, la table, et on va vraiment recevoir le résultat identique comme si on est sur le cluster euh, d'origine. Sur la démo, j'ai mis aussi une autre option. Mais sur la démo, donc, il y a pour avoir les données au temps réel, ça veut dire que chaque fois, il y a des modifications sur le provisionné, d'avoir donc les mêmes données en temps réel sur le cluster de destination. Il faut lancer pour chaque schéma, par exemple, faire un alter de data share et faire include est égal à true for schema et mettre le nom de schéma. Et comme ça, on n'est pas donc il faut pas mettre par exemple pour ce qu'on appelle les materialized views, c'est des vues matérialisées, c'est des tables qui sont créées, c'est pas des vues simples, mais des vues, par exemple, là où il y a des jointures ou bien des calculs énormes ou bien volumineuses. Le fait d'éviter de surcharger le cluster, on crée des MV, mais l'inconvénient sur le serverless, c'est qu'on n'a pas donc par principe, il y a une option donc d'activer donc l'auto-refresh de CMV, alors que c'est sur serverless, on n'a pas cette option. Et pour remédier à cet inconvénient, on peut donc activer l'option pour un schéma en particulier de faire include new ou bien include new est égal à true. Et comme ça, donc, on est tout le temps à jour avec les données qui sont sur le cluster d'origine. Et c'est tout pour la démo. Franchement, j'aimerais bien qu'on avait donc la possibilité de faire ça sur le cloud et de créer surtout donc les clusters. Et, mais malheureusement.
Passons maintenant à quelques considérations, ou bien quelques points qu'il faut vraiment tenir en compte le moment où on travaille sur le data share. Par exemple, planifier les clusters pour des besoins spécifiques. Alors, pour ce point-là, euh, on peut parler, par exemple, le moment de création de cluster serverless. Qu'est-ce que je dois mettre comme ressource? Est-ce que j'ai une idée au préalable de la charge? Par exemple, l'équipe sur le cluster d'avant, il passe combien de requêtes par jour? Et les requêtes qui passent cette équipe-là, est-ce que ça prend combien de temps d'exécution pour estimer les coûts sur le nouveau cluster? Et pour cela, nous, ce qu'on a fait, donc le moment où on a mis ça en place, c'est qu'on choisit les débats ressources, et on adapte au fur et à mesure. On voit si par exemple il y a trop de charges, il y a trop de temps d'attente sur le nouveau cluster, on augmente la capacité de calcul sur le nouveau cluster pour s'adapter avec l'équipe. Sinon, par la suite, on a passé il y a un repo GitHub, euh, c'est un outil qui permet de tester, il faut l'intégrer sur le cluster d'origine. Et lui, il fait les estimations pour les utilisateurs avec la liste des utilisateurs, et il estime par exemple si on veut créer un cluster serverless, il faut donc mettre en place telle capacité pour les calculs. Cette capacité, c'est l'optimum donc qu'on peut louer pour une telle équipe. Le deuxième point, c'est optimiser les permissions pour une meilleure sécurité. En fait, comme je viens de dire, il faut bien choisir quel type de partage il faut mettre en place. Est-ce que partager surtout les équipes à mettre sur les nouveaux clusters de destination. Ils doivent avoir le même ordre de priorité d'accès. Sinon, il faut prévoir surtout d'autres solutions. Par exemple, comme je viens de proposer, de passer par des schémas externes pour avoir plus de liberté au niveau d'accord des droits aux utilisateurs, et la gestion des performances et des coûts. Ça, c'est par exemple de mettre en place soit des dashboards pour garder un œil sur les coûts, comment il évolue sur ces nouveaux clusters, ou bien des job talent, ou bien Airflow, donc un outil d'automatisation pour euh, pour envoyer des alertes, soit par mail, soit sur Google Chat, soit ça dépend de l'utilisateur. Et surtout pour ce point-là, pour des clusters serverless, nous avons aussi la possibilité, par exemple, ça dépend de cas d'usage. Par exemple, sur le cluster des utilisateurs perso, c'est un cluster qui est dédié pour des usages d'exploitation ou bien d'exploration. Et du coup, on a la main pour dire à chaque fois il y a une requête complexe, là où il y a par exemple un nombre de jointures, ou bien qui retourne un nombre n de lignes qui dépasse par exemple 1 milliard de lignes. Mais vraiment, on a pas mal de règles qu'on peut fixer. Et à chaque fois, il y a ce genre de requête. Le cluster, automatiquement, il kill cette requête-là. Et comme ça, on garde tout le temps une bonne performance avec des ressources optimisées sur le cluster.